Ce matin-là, nous avons mis le réveil à 4h30 du matin. Il nous fallait quitter Belfast pour rejoindre en ferry la ville de Cairnryan. À peine débarqué, on remarque qu'en Écosse aussi il a neigé et que le froid a figé la neige, formant d'épaisses plaques de verglas sur les routes. On roule alors prudemment en direction de Girvan où Lisa et Colin devraient nous accueillir pour la nuit. Les villages sont rares, on parcourt plusieurs kilomètres sans croiser personne. Déjà l'Écosse nous plonge dans une atmosphère nouvelle. Pourtant, comme en Irlande, la densité de population en Écosse se situe aux alentours de 70 habitants au kilomètre carré. Mais les deux pays sont en réalité peuplés de manière très différente. En Écosse, la densité de population est très inégale d'une région à l'autre. Certaines régions, comme les Highlands et les îles, sont très peu peuplées, tandis que les villes comme Glasgow et Édimbourg sont plus densément peuplées. Après quelques kilomètres seulement, nous voilà seuls au milieu des landes qui s'étendent à perte de vue. Dans le calme de ces horizons lointains, nos pensées s'organisent en un sombre tableau. Et s'il nous arrivait quelque chose, là, maintenant, au beau milieu de rien, où pourrions-nous demander de l'aide? Les enfants des villes que nous sommes s'inquiètent du silence des no man's land. Nos vélos ont du mal à accrocher sur la glace. Certaines routes sont impraticables et nous poussent à faire des détours. Alors on évalue les dangers. Nous ne sommes pas de la trempe des aventuriers. Notre objectif premier, c'est de voyager, pas de nous mettre dans des situations difficiles. C'est décidé, nous quitterons l'Écosse pour un climat moins éprouvant dans les prochains jours. Tant pis pour le nord, tant pis pour les montagnes, tant pis pour les lacs et tant pis pour la vie sauvage. Cette fois-ci, c'est trop difficile. L'excitation de découvrir un nouveau pays avait pris jusqu'ici le dessus sur la fatigue. Mais le soir approchant, nous ne parlions plus que pour nous mettre d'accord sur la bonne direction à suivre. Toutes nos forces, nous les économisions pour des choses utiles. Il devenait urgent de trouver la maison qui devait nous accueillir. Colin et Lisa ont quitté la ville pour la campagne. On se reconnaît beaucoup dans leur façon de penser le monde. En Écosse, comme en France, la crise du Covid semble avoir accentué un mouvement en prise depuis de nombreuses années. Avant même le confinement, 56% des Français annonçaient vouloir quitter la ville. Certains spécialistes du sujet affirment même que l'exode urbain remonterait aux années 70. Mais les néo-ruraux post-30 glorieuses avaient-ils les mêmes motivations que Colin et Lisa ou que Manon et moi? Il y a 40 ans, nombreux étaient ceux qui partaient vivre à la campagne dans un esprit de contestation, en opposition au modèle dominant de la société de consommation. L'exode urbain était alors le choix de quelques-uns qui se positionnaient à la marge du système. La différence avec les années 70, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui partent ont bien souvent le sentiment de ne pas pouvoir faire différemment. Que ce soit par manque de moyens ou bien pour échapper à une situation sanitaire dangereuse comme la crise du Covid ou les canicules à répétition particulièrement insoutenables en agglomération, beaucoup sont ceux qui voient la campagne comme un refuge. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous sentir vulnérables en ville, nombreux à chercher un mode de vie plus simple, basé sur l'autonomie et l'entraide. Mais la transition vers une vie rurale vient avec son lot de difficultés. Bien loin de l'idéal que l'on peut s'en faire, la vie à la campagne peut s'avérer très difficile. D'abord parce qu'elle est souvent synonyme de changement de vie radical, mais aussi parce qu'elle nécessite l'apprentissage de compétences qui n'ont pas forcément été apprises durant l'enfance. Comme couper du bois pour se chauffer, apprendre à cultiver son jardin pour pouvoir se nourrir, produire sa propre énergie, être capable de rénover sa maison, autant de difficultés auxquelles Colin et Lisa ont su faire face. Try to. We want to get okay. Yeah, we get away from the knots completely. Just trying to slip through a knot that's just too tight. So if we try through there, just imagine a line and try and hit the line. A bit like Titanic, you know. It's a hard one. Oh, you see? Bad thing. À eux et à tous ceux qui nous inspirent en vivant de manière alternative, on voudrait dire merci. L'alternative est désormais un espoir, plus une marginalité. Depuis l'Irlande, on a pris l'habitude de demander aux locaux quelle route ils nous conseillent de faire, parce qu'on considère que les enfants d'un pays sauront toujours mieux nous conseiller que tous les livres et tous les blogs qu'on pourrait trouver. Et aussi un peu parce que j'ai beaucoup de mal à choisir entre une route et une autre. C'est plus confortable pour moi de laisser le choix à d'autres.
Et puis si c'est nul, on peut toujours râler sur quelqu'un. Alors on a posé la question à nos hôtes et ils ont eu beaucoup de mal à choisir eux aussi, tellement les possibilités sont nombreuses en Écosse. Après de longues minutes de réflexion, ils nous ont vivement recommandé d'aller sur l'île d'Arran. Aussi appelée l'Écosse miniature, cette île est connue pour être un condensé du pays sur une superficie de 167 km². Une nature sauvage est préservée, des plages de sable, des falaises abruptes, des collines verdoyantes et des lochs scintillants, tout y est. En entendant ça, on retrouve l'envie de rester, au moins pour voir Arran, avant de redescendre vers l'Angleterre. On passe notre dernière soirée avec Colin et Lisa entre rire, chant et guitare. Je pense qu'ils ne sont pas restés indifférents à mon interprétation de Jean-Jacques Goldman. En partant de chez eux, ils faisaient drire, comme ils disent en Écosse. Drire, ça veut dire mouiller. Mais peu importe, il vaut mieux ça que la neige. Ce soir-là, nous avions prévu de dormir dans un bothy. Les bothy sont des chalets en bois, très rudimentaires, laissés à la disposition des randonneurs dans les forêts écossaises. Ils sont nombreux et bien connus ici. Ils permettent bien souvent de vivre une aventure et de faire de belles rencontres. Alors on roule sous la brume en direction de notre refuge. Les nuages sont épais et bas, la visibilité est mauvaise, le paysage est sûrement magnifique, sûrement. Pour rejoindre le bothy, on s'enfonce dans la forêt de Galloway. On ne croise plus personne. Toujours dans le brouillard, on arpente des chemins de terre difficilement praticables. Les forêts de pins sont décimées par endroits pour le bois. Ça donne une ambiance inquiétante. La route devient complètement impraticable et nous voilà encore une fois obligés de pousser nos vélos. Je me trempe les vêtements, espérant tout faire chauffer dans le refuge. La route est interminable. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de s'aventurer là à vélo. Et puis après plusieurs heures d'effort, le bothy se dessine enfin dans le brouillard.
Le refuge est sommaire. Le poêle est petit, on cherche où se trouve le bois, puis nos yeux se posent sur 2 grosses bûches et une scie. On comprend dégoûté ce qui nous attend. Heureusement, Colline et Lisa nous avaient donné du petit bois pour allumer le feu. On se colle au poêle pour nous réchauffer et on tombe d'épuisement. Le lendemain matin, les nuages se sont un peu dissipés. On réalise alors la beauté du paysage qui nous entoure. C'est à bout de force que l'on accroche nos sacoches sur le vélo et que l'on reprend la route. Refaire tout le chemin inverse, entre les herbes hautes et les graviers, cette fois en essayant de ne pas se mouiller. Cette expérience restera inoubliable, mais on est quand même content de retrouver la civilisation. Après cette nuit-là, on sent qu'on a vraiment repoussé nos limites. Ce genre d'expérience nous endurcit, nous rend plus résilients, plus forts, et c'est vrai qu'on s'est parfois demandé ce qu'on foutait là. La réponse était pourtant juste sous nos yeux.